Tout a commencé en février 2015 avec la publicité YouTube la plus détestée de tous les temps. Here in my garage, just bought this new Lamborghini here. It's fun to drive up here in the Hollywood Hills. But you know what I like a lot more than materialistic things? Knowledge. Cette vidéo a 70 millions de vues. 70 millions de vues sur une pub. C'est du jamais vu. Pour comparer, j'ai trouvé la liste des publicités les plus vues sur YouTube de toute l'année 2019. En numéro 1, on trouve Amazon avec 39 millions de vues, ensuite Hyundai, Gillette, Apple, Bosch puis Doritos. On parle de multinationales qui pèsent des milliards et ont des budgets marketing astronomiques et aucune n'effleure les 70 millions de vues de ce gars qui se filme dans son garage avec son iPhone. Et encore, ce chiffre de 70 millions de vues sous-estime probablement la réalité parce que selon son créateur, si on comptabilise toutes les variantes de cette pub, on serait au total à plus de 600 millions de vues. Mais évidemment, on ne peut pas faire tourner une pub aussi agressivement en toute impunité. Cette pub a tellement cartonné que pendant quelques mois, elle a complètement saturé YouTube. Les gens se sont mis à voir cette même Lamborghini dans ce même garage avec ce même gars encore et encore et encore à chaque fois qu'il cliquait sur une vidéo. Hey, it's just 3 the same ad, 4 ads of the same guy. Encore à ce jour, le commentaire numéro 1 sur la vidéo, c'est « J'ai appris ce qu'était Adblock grâce à ce gars ». Ce gars, c'est Tai Lopez, un entrepreneur américain basé à l'époque à Los Angeles. Et le pire dans tout ça, c'est que dans cette pub, Tai Lopez nous vend un programme appelé les 67 Steps, dont le slogan c'est 67 étapes pour obtenir tout ce que vous voulez dans la vie, santé, richesse, amour et bonheur. Alors autant dire que tout le monde n'a pas vu son invasion de YouTube d'un bon œil. Il y a eu des centaines de vidéos de parodies. Just sitting here in my garage eating my pasta linguine. Et des centaines de vidéos de réaction qui expliquent que c'est une arnaque pure et simple. This is a storage space and you rented that Lamborghini. Let's just get that out of the way right now, okay guys? En seulement quelques mois, Tai Lopez était devenu l'homme le plus détesté de tout YouTube. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que malgré toutes les critiques, Tai Lopez ne s'arrête pas et continue de faire fortune avec son business. Non seulement il vit vraiment dans un palace à Hollywood, mais il côtoie des superstars comme Rihanna, Arnold Schwarzenegger et le milliardaire Mark Cuban, une star nationale de la télé-réalité et potentiellement un futur président des États-Unis. Il accumule plus de 6 millions de followers sur Facebook, plus d'1 million sur YouTube, il devient une célébrité à part entière, connue dans le monde entier. Puis, il y a environ 8 mois, au sommet de son succès, il décide d'arrêter les réseaux sociaux. Haven't been on social media, and social media was always never a goal of mine. I don't care about social media. Alors où est passé Tai Lopez? Est-ce que les critiques sont finalement venus à bout de sa confiance en soi démesurée? A-t-il décidé de fermer boutique pour prendre sa retraite avec tout l'argent qu'il a accumulé? Non. Il travaille sur un projet secret. Le 8 juillet 2020, le Wall Street Journal annonce que la chaîne de magasins de meubles Pier 1, qui venait de faire faillite, a été rachetée par 2 entrepreneurs pour 31 millions de dollars. Parmi ces 2 entrepreneurs, on retrouve notre ami Tai Lopez. Et comme Pier 1 c'est une marque totalement inconnue en France, on se rend pas tout de suite compte de ce que cet achat représente. Mais c'est un très gros coup, parce qu'avant de faire faillite, Pier 1 avait plus de 1000 magasins. Pour comparer avec quelque chose qu'on connaît tous, le groupe Fnac Darty a seulement 571 magasins en France et en Suisse, soit quasiment 2 fois moins. L'année dernière, le chiffre d'affaires de Pier 1 était de 1,5 milliard de dollars. Ça fait environ 1,3 milliard d'euros. Pour donner un autre point de comparaison, la chaîne de surgelés Picard a aussi environ 1000 magasins et génère à peu près autant de chiffre d'affaires que Pier 1. Donc Pier 1 c'est une grosse boîte connue de quasiment tout le monde aux États-Unis. C'est un peu comme si, après qu'on se soit tous moqués de Emmanuel Friedenreich pour sa pub YouTube bidon, le gars renaissait de ses cendres et annonçait une opération financière pour racheter Picard pour plusieurs dizaines de millions. Et c'est pour ça que quand j'ai vu la nouvelle du rachat de Pier 1 par Tai Lopez, je suis tombé de ma chaise. Comme tout le monde, j'ai bien rigolé à toutes les vidéos qui tournaient Tai Lopez en ridicule en 2015 et 2016. Et comme beaucoup de gens, j'ai cliqué sur sa pub, j'ai regardé sa vidéo de vente et je me suis dit c'est fumeux, encore un vendeur de rêve. Mais si Tai Lopez est vraiment un charlatan qui connaît rien au business et qui arnaque des idiots en leur vendant des produits nuls, comment est-il capable de monter un coût financier qui se chiffre en dizaines de millions? Alors j'ai mis en pause mon jugement pendant quelques heures et je me suis plongé dans l'histoire de Tai Lopez. Et ce que j'ai découvert est fascinant. Je suis clairement pas d'accord avec tout ce qu'il a fait, mais il est clair que le gars est un génie dans son domaine et qu'il joue désormais à très haut niveau. Dans cette vidéo, on va commencer par analyser sa célèbre pub pour comprendre les ressorts cachés de sa force de persuasion. Et je vous préviens que ça va bien au-delà de simplement afficher des belles voitures et faire des grosses promesses. Ensuite, je vais vous montrer la stratégie qui lui a permis de neutraliser ses critiques pour devenir une célébrité mondiale, adulée par ses fans et amie des stars. Et finalement, je vais vous révéler le montage financier qui va lui permettre de faire une fortune en rachetant des entreprises en faillite pendant la crise du Covid. Pour comprendre l'ascension de Tai Lopez, il suffit de regarder 80 secondes de vidéo.
Plus précisément, on va analyser la première minute et 20 secondes de la pub YouTube la plus célèbre de tous les temps, Here in My Garage. À première vue, le format est très simple. C'est Ty, dans son garage, qui fait une vidéo sur son iPhone pour vous dire qu'il est plus riche et plus intelligent que vous. Quel intérêt, me direz-vous? Mais si cette vidéo a 70 millions de vues, c'est qu'il y a une raison. Alors oui, beaucoup de gens l'ont regardé pour s'en moquer, mais pas la majorité. Encore à ce jour, j'étais surpris de voir que la vidéo a plus de likes que de dislikes. Et surtout, le programme dont il fait la promotion dans cette vidéo affiche plus de 237 000 membres. À 67 $ chacun, ça représenterait quasiment 16 millions de dollars de chiffre d'affaires. Pas trop mal. Malheureusement, on ne peut pas calculer le chiffre d'affaires exact de ce produit, même en connaissant le nombre de clients, parce qu'il y a plusieurs tarifs possibles pour le produit, il y a dû avoir toutes sortes de promotions et de réductions au fil des années. C'est très fort probable que tout le monde n'a pas payé 67 $. Mais de toute manière, le chiffre d'affaires sur ce produit n'est pas très important, parce que 67 Steps, c'est un produit d'appel. Le but n'est pas de générer des bénéfices avec ce produit à bas prix, mais de faire rentrer un maximum de clients dans la machine Ty Lopez pour leur vendre des formations plus avancées et plus chères ensuite. Et là, Ty Lopez nous a vendu sur les dernières années tout ce qui touche de près ou de loin à l'argent, alors de formation sur comment monter une agence web, à l'e-commerce, à la crypto, l'investissement immobilier, etc. En faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai évidemment passé beaucoup de temps sur ces différents sites et donc il s'est mis à me recibler avec des pubs sur Facebook pour me vendre une formation sur comment il gère ses pubs sur Facebook. Très fort. Mais quel que soit votre avis sur les Lamborghini et les formations en ligne, il faut admettre une chose, c'est que ce gars a des résultats. Il a réellement des millions de fans et des centaines de milliers de clients. Et je sais déjà que je vais avoir des gens dans les commentaires qui vont me dire que ce chiffre est faux, et que Ty Lopez n'a jamais gagné d'argent, que sa Lamborghini est louée, qu'il vit encore probablement chez ses parents, bref, que je suis complètement idiot de croire le nombre de clients qui est affiché sur son site. Mais de ce que j'ai pu en voir, les autorités américaines ne rigolent pas avec ce genre de fraude. Ty Lopez est un des vendeurs de formation les plus connus au monde, avec beaucoup de détracteurs. Donc il est forcément sur le radar de ces autorités. Et on peut voir qu'il fait clairement très attention à rester sur le bon côté de la loi. C'est pour ça que son site est bardé de disclaimers et qu'il est entouré d'avocats. Il serait évidemment très facile pour un régulateur de prouver que le nombre de clients affichés est faux si c'était le cas. Donc ça me semble hautement improbable que Ty Lopez risque tout son business pour ça. Surtout qu'il n'a pas réellement besoin d'afficher ce chiffre pour vendre. Par contre, je n'ai aucun doute que ce chiffre est gonflé par toutes sortes de promotions qu'il a faites au fil des années, comme par exemple proposer le programme pour seulement 7 $. Et bien sûr, il y a eu beaucoup d'argent investi en pub pour en arriver là. Si ça se trouve, chaque dollar qui a été généré par 67 Steps a été réinvesti en pub et les bénéfices sur ce produit sont de zéro. Mais d'un autre côté, c'est tout le principe d'un produit d'appel. Les profits viendront des formations plus chères qui seront vendues ensuite à ces 200 000 clients, ces 200 000 personnes qui lui ont déjà fait assez confiance pour lui avoir donné leur numéro de carte bancaire. Alors quoi qu'on en dise, très peu de gens au monde sont arrivés à un niveau d'influence comparable à Ty Lopez. Le gars a clairement compris quelque chose. Mais quoi ? J'ai fait mes armes sur le web avec le copywriting. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Donc ma première passion, c'est d'optimiser le message de vente parfait avec une structure captivante et des techniques de persuasion. C'est d'ailleurs pour ça que je scripte mes vidéos pour qu'elles soient les plus intéressantes possibles à regarder. Alors vous pouvez me croire sur parole quand je vous dis que le script de la vidéo de Ty Lopez est impressionnant, surtout pour une vidéo qui a l'air improvisée rapidement comme ça sur mon iPhone. Si vous faites une transcription de cette pub, il y a une structure limpide et vous ne trouvez pas une seule phrase à couper. Il enchaîne tactique de persuasion sur tactique de persuasion, mais d'une manière où vous ne savez jamais vraiment ce qu'il va vous dire ensuite et vous êtes constamment surpris. Pour autant, j'ai pas l'impression qu'il récite son texte, et donc je mettrai même un coupé qu'il a enregistré 5 ou 6 prises différentes. Sur la première version, pour dire la même chose, ça a dû lui prendre 10 minutes. Trop long. Alors il l'a refait, encore et encore, en éliminant à chaque fois les répétitions et en condensant son texte sur les tactiques de persuasion clés. Et pour être capable de faire ça à la volée, il faut avoir internalisé la structure de la vente. Donc dès 2015, Ty Lopez était mature dans sa maîtrise de la persuasion. Alors quelle est cette fameuse structure ? Si vous avez passé du temps dans le milieu du web marketing, vous avez sans doute déjà entendu l'acronyme AIDA, qui signifie attention, intérêt, désir, action. Ty Lopez suit exactement cette structure en 4 étapes. Il commence avec une accroche sur la Lamborghini. Here in my garage, just bought this new Lamborghini here. Puis il introduit sa grande idée, qui est que la connaissance est plus importante que l'argent. But you know what I like a lot more than materialistic things? Knowledge. Puis il raconte son histoire pour montrer qu'il est parti de rien et que s'il a réussi, vous en êtes vous aussi capable. Because it wasn't that long ago that I was in a little town across the country, sleeping on a couch in a mobile home with only $47 in my bank account. Et finalement, il vous dit comment passer à l'action. You can click here on this video and it'll take you to my website where I share 3 things that they taught me. Un débutant essaierait d'en dire trop, de donner trop d'informations, de répéter les choses plusieurs fois. Mais Ty Lopez sait que votre attention est fragile. Alors il progresse dans son script sans perdre une seconde ou gâcher une seule phrase. Donc le gars parle bien. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? Here in my garage, just bought this new Lamborghini here.
Fun to drive up here in the Hollywood Hills. Ça, c'est l'accroche de pub la plus connue de tout YouTube, mais peu de gens comprennent pourquoi elle fonctionne. L'analyse classique, c'est de dire il nous montre un Lamborghini pour nous montrer qu'il est riche et nous donner envie d'acheter sa formation. Et techniquement, ça n'est pas faux. Évidemment, le Lamborghini et la mention de la maison Hollywood servent à prouver que Ty est riche. Mais remarquez la subtilité dans la manière dont c'est formulé. Il ne nous dit pas j'ai une Lambo, vous en voulez une aussi, alors écoutez ce que je vais vous dire. Et du coup, la première fois que vous tombez sur cette vidéo, vous êtes désorienté. Pourquoi est-ce que j'ai une pub YouTube d'un mec dans son garage? Qu'est-ce que c'est que ce truc? En marketing, on appelle cette technique un pattern interrupt, qu'on peut traduire en français comme une interruption de schéma mental. Le problème, c'est qu'on a l'habitude de voir des pubs, donc on y est désensibilisé. Pour que vous écoutiez ce que Ty va vous raconter, il doit commencer par vous déstabiliser mentalement. Vous étiez prêt à cliquer sur passer cette pub, mais là, vous avez envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à se rendre compte de l'intelligence de cette accroche parce qu'elle a été victime de son succès. C'est devenu un cliché pour un vendeur de formation de vous montrer sa voiture pour attirer votre attention. Donc ça n'est plus surprenant et l'interruption ne marche plus vraiment. Et pourtant, la majorité des imitateurs ne comprennent que l'aspect « je montre mon argent » et passent à côté de l'aspect « pattern interrupt ». Ce qui fait que cette accroche marche, c'est que Ty Lopez ne vend pas la mèche. Il est dans son garage, mais pourquoi? Que va-t-il se passer ensuite? Va-t-il conduire sa voiture? Va-t-il continuer à se vanter de ses possessions matérielles? Rien de tout ça. But you know what I like a lot more than materialistic things? Knowledge. Sorti de nulle part, Ty se met à nous parler de bouquins. C'est un retournement de situation au point où on a presque l'impression qu'il nous reproche d'avoir bavé sur sa Lamborghini. Ce qui est important, nous dit-il, c'est pas les possessions matérielles, c'est la connaissance. Et ça, c'est une grande force de la vidéo. Toutes les 2 à 4 phrases, on a un nouveau twist de ce genre. On pense que Ty Lopez va nous parler de sa voiture, mais nous surprend en parlant de bouquins. Nos attentes sont trahies, et donc on va regarder 10 secondes de plus pour reprendre nos repères, mais 10 secondes plus tard, il va nous surprendre avec un nouveau rebondissement. Dans les 80 premières secondes de la vidéo, j'ai compté pas moins de 5 interruptions de schéma mental de ce type. Et c'est ça qui va donner à sa vidéo un côté fascinant et légèrement surréaliste. On sait jamais exactement où Ty va nous emmener et donc on reste attentif. On ne saura vraiment où il veut en venir qu'au bout de 1 minute 20 avec l'appel à l'action où Ty nous dira de cliquer sur un lien pour aller regarder une vidéo de vente sur son site. Mais on va reparler de cet appel à l'action et de ce qui se trouve ensuite dans un instant. Pour le moment, la vidéo continue. In fact, I'm a lot more proud of these 7 new bookshelves that I had to get installed to hold 2,000 new books that I bought. Le génie ici, c'est la démonstration visuelle. Ty aurait pu nous expliquer l'importance de lire et de la connaissance, mais c'est un discours qui semble moralisateur et abstrait. Alors comment peut-il faire passer son idée avec un impact visuel aussi fort que la Lamborghini qu'on vient de voir? La solution est simple mais efficace. Nous montrer littéralement 2000 livres sur une étagère. C'est concret, c'est visuel, c'est mémorable, et bien sûr c'est aussi complètement absurde. Comme se sont fait un plaisir de souligner de nombreuses vidéos de réactions sarcastiques, Ty Lopez n'a pas lu tous ses livres. I'm a lot more proud of these 2,000 books I've never read. Knowledge. Il nous dit lui-même qu'il vient d'acheter ses livres, donc il les a pas lus, et il aura d'ailleurs jamais le temps de lire ces 2000 livres. Même en lisant un livre par jour, ce dont il se vante, ça lui prendrait quasiment 5 ans et demi pour lire tous ses livres. Et bien sûr, il ne lit pas vraiment un livre par jour, mais un résumé de livres par jour. Ce qui est probablement une bonne habitude, mais c'est pas si impressionnant que ça. Et puis, si Ty habite dans une maison gigantesque à Hollywood, pourquoi met-il ses livres dans son garage? Logiquement, ça n'a absolument aucun sens, mais visuellement, c'est une image forte. Et c'est ça le génie de Ty Lopez. Il a imaginé cette image des étagères de livres à côté de la Lamborghini, et quelqu'un, je sais pas si c'est lui, mais quelqu'un a passé des heures et des heures à déplacer ces 2000 livres pour créer un contraste visuel qui est logiquement absurde, mais visuellement mémorable. Quand Ty Lopez doit choisir, il va toujours sacrifier la logique au profit de l'impact émotionnel. Et d'un point de vue marketing, il a totalement raison. Sans ce plan légendaire où il passe de la Lamborghini aux étagères de livres dans le garage, cette vidéo n'aurait jamais eu autant de succès. Et bien sûr, le côté absurde de la situation lui a donné beaucoup de publicité gratuite avec tous les commentateurs qui s'en sont emparés pour se moquer. And books. It's about a lot of books, guys. You need bookshelves with books. You don't have to read them once again. I'm proud most of all these books I haven't read. La vidéo continue. It's like the billionaire Warren Buffett says, the more you learn, the more you earn. On appelle cette technique l'appel à l'autorité. Ty Lopez attribue ses idées à une personne dont l'autorité est déjà prouvée. Au cours de la vidéo, il va citer pas moins de 3 figures d'autorité. It's like the billionaire Warren Buffett says, like Conrad Hilton, the man who started Hilton Hotel, he said, Helen Keller said. Plus une référence à sa conférence TEDx pour la crédibilité. Now, maybe you've seen my TEDx talk where I talk about how I read a book a day. Son premier appel à l'autorité de Warren Buffett est essentiel parce qu'il permet de renforcer la grande idée de la vidéo, qui est que l'argent vient de la connaissance. Quand vous avez peu de temps, il faut choisir un message simple et le marteler. En 1 minute 20, Ty Lopez va répéter sa grande idée 5 fois. Ça commence par le célèbre Knowledge. Puis la démonstration visuelle des 2000 livres, 2,000 new books that I bought. puis les citations de Warren Buffett, The more you learn,
the more you earn. Qui d'ailleurs n'a probablement jamais dit ça en ces termes, mais qui a dit des choses suffisamment similaires pour qu'on puisse appeler ça une paraphrase. Ensuite, Ty va marteler l'idée que ce qui l'a aidé à réussir, c'est ses mentors. I bumped into a mentor. And another mentor, and a few more mentors. I found 5 mentors. Et finalement, on a son appel à l'action final qui reprend à la fois la grande idée de la connaissance et l'appel à l'autorité, puisque Ty affirme ne faire que partager ce qu'il a appris de ses mentors. You can click here on this video and it'll take you to my website where I share 3 things that they taught me. Avec tout ça, je ne vous ai parlé que des 80 premières secondes de la vidéo. Ça vous montre que cette pub est construite de manière minutieuse et nous amène de tactique de persuasion en tactique de persuasion sans perdre une seule seconde. Mais après avoir passé la marque des 1 minute 20, il se passe une chose bizarre, parce que Ty se met à tourner en rond et à se répéter. Au bout de 1 minute 20, Ty vous a dit tout ce qu'il avait à vous dire. Il a accroché votre attention avec la Lamborghini, il a présenté sa grande idée, il a illustré cette idée avec son histoire personnelle, et il vous a dit de cliquer sur le lien pour apprendre les 3 choses que ses mentors lui ont transmises. Alors que doit-il faire maintenant? Terminer la vidéo? Rappelez-vous que c'est une pub, donc Ty paye pour le privilège de vous parler. Au bout de 1 minute 20, il a 3 options. Soit vous en avez eu marre et vous êtes déjà parti, soit vous avez été convaincu et vous avez cliqué sur son lien, soit vous êtes toujours là mais vous n'avez pas encore cliqué. Donc, si vous vous trouvez dans ce 3e groupe, Ty ne va pas abandonner l'idée de vous convaincre. Tant que vous écoutez son pitch, il va continuer de vous vendre son produit. Concrètement, il va attaquer une par une les objections que vous pouvez avoir et répéter son appel à l'action toutes les 30 secondes environ. On peut appeler ça une boucle anti-objection. Il va commencer par dire qu'il ne promet pas des résultats rapides. Now, this isn't a get rich quick scheme. You know, like they say, if things sound too good to be true, they are too good to be true. Remarquez au passage le petit appel à l'autorité de la sagesse populaire. Puis il y a un second appel à l'action où il souligne que c'est gratuit et rapide. So click the link, go there, it's completely free to watch it, it's just a couple minutes. Puis il appuie sur l'importance d'être optimiste avec un autre appel à l'autorité. And in that book, Helen Keller said optimism. So, if you're a cynic, if you're a pessimist, you don't need to click here. Et ainsi de suite pendant le reste de la vidéo. Il va continuer à parler pendant 2 minutes et demie pour essayer de lever vos derniers doutes et vous pousser à l'action. Et si, au bout de 5 appels à l'action, vous n'avez toujours pas cliqué, il décide enfin que vous n'allez jamais le faire et il termine sa vidéo avec, bien sûr, un dernier appel à l'action pour la route. Alright, see you there on my site. De nos jours sur YouTube, c'est très à la mode de trouver des arnaques partout. Le dropshipping, c'est une arnaque. La vente de formations en ligne, c'est une arnaque. Les VPN, c'est une arnaque. L'eau en bouteille, c'est une arnaque. Apple, c'est une arnaque. Et il y a des chaînes entières sur YouTube dont le seul but est de vous expliquer pourquoi tel ou tel produit est une arnaque. Et je suis bien positionné pour savoir pourquoi ils font ça. C'est parce que les arnaques font du clic. Faites une vidéo intitulée « Telle marque vous arnaque » ou « Tel youtubeur arnaque ses fans » et c'est 300 ou 400 000 vues garanties. D'ailleurs, je l'ai moi-même remarqué. Ça m'a jamais intéressé de jouer le justicier de pacotille qui dénonce les méchants arnaqueurs, mais si vous regardez mes 4 vidéos les plus populaires, vous avez 2 vidéos qui analysent le loup de Wall Street, un gars qui a été en prison pour fraude, une vidéo qui défend Thibaut Inchep quand on l'a accusé d'exploiter ses fans, et une vidéo littéralement intitulée « Comment les arnaques marchent ». Je ne cours pas plus que ça après ce genre de sujet, mais c'est évident que c'est là-dessus que les gens cliquent le plus. J'avais d'ailleurs fait une vidéo entière sur la psychologie de la négativité sur YouTube que vous pouvez retrouver en cliquant ici. Autant dire que pour les youtubeurs qui sont payés au clic, c'est très rentable d'accuser un peu tout le monde de faire des arnaques. Fondamentalement, ça me dérange pas, mais on y perd un peu de nuance. Sur YouTube, les gens ont l'air de croire que la définition d'une arnaque, c'est tout produit que je trouve personnellement trop cher ou sans intérêt. Et la définition d'un arnaqueur, c'est toute personne qui gagne plus d'argent que moi, mais que je n'admire pas personnellement. Pour que le mot arnaque ait du sens, il faut qu'il s'applique uniquement au cas où il y a un mensonge. Par exemple, si vous me vendez une montre qui a soi-disant été fabriquée en Suisse, mais qui a en réalité été fabriquée en Chine, c'est une arnaque. Ou si je vous commande un produit et que vous me livrez jamais, c'est une arnaque. Ou si vous me promettez une garantie satisfait ou remboursée et que vous me remboursez pas quand je vous le demande, c'est une arnaque. Remarquez que tout ça est aussi illégal. Mais selon votre éthique personnelle, il y a plein de choses que vous pouvez trouver immorales, mais qui sont pas des arnaques et qui sont pas non plus illégales. Par exemple, on peut facilement considérer que le business des entreprises qui vendent des cigarettes n'est pas éthique, mais ce n'est pas vraiment une arnaque puisque le client sait ce qu'il achète. Ou alors vous avez le droit de considérer que le loto n'est pas éthique, mais pareil, c'est pas vraiment une arnaque tant que les résultats ne sont pas truqués. Donc il y a une différence entre un produit que je ne trouve personnellement pas éthique, inutile ou même nocif, et une arnaque. Pour qu'il y ait une arnaque, le vendeur doit mentir à son client sur la nature du produit ou sur les bénéfices qu'il peut en tirer. Alors est-ce que Tai Lopez est un arnaqueur? Une chose est sûre, c'est qu'il en a été accusé. Par exemple, cette célèbre vidéo de H3H3 Productions l'accuse d'avoir loué sa maison pour une journée pour les besoins de sa pub. What's this? Zillow.com, a short-term rental website.
This house is located in Beverly Hills. Interesting. Oh yeah, he's also a fucking liar. That was the point. Yeah, he's a liar. Si cette accusation était vraie, ça serait un mensonge énorme de la part de Tai Lopez et donc une arnaque pure et dure. Mais plusieurs années après l'affaire, il est clair aujourd'hui que Tai Lopez a vécu dans cette fameuse maison pendant des années, que c'était donc pas une location à la journée. Idem pour les voitures qui sont de location de longue durée. Certes, il n'est pas propriétaire de la maison, mais il habite vraiment dedans. Selon Tai, il s'agissait d'un bail de 5 ans à 92 000 $ par mois. Avec ça, je suis raisonnablement certain que Tai Lopez n'a pas menti sur le fait qu'il était riche. Dans un podcast avec Logan Paul, il donne le chiffre de 50 millions $. Hey, what's your net worth, by the way? Haha, online it says 5 million. I think that was 10 years ago. I always say underestimate your net worth. So let's just say 50 million, just underestimate. Et le site ibisfax.com affirme avoir obtenu une lettre de son comptable qui certifie que Tai pèse au moins 60 millions à date de 2019. Le plus surprenant, c'est que contrairement à ce que je croyais, il n'a pas fait sa fortune initiale en vendant des formations, mais avec un cabinet de gestion de fortune qu'il a cofondé en 2003. A priori, il a fait au moins quelques millions avec cette entreprise, puisqu'il est apparu en tant que millionnaire dans l'émission de télé Millionaire Matchmaker en 2008. You're meeting a bunch of women, we want you to look your best. We'll avoid the women's high heels if that's okay. Herman has a few in his closet. Yeah. Do you? What I really like for Herman is this velvety, You like this? Very shiny, Night at the Roxbury jacket. This is you. You could do a little, head shake. Yeah. Cette émission a été diffusée en 2008, soit 5 ans avant la création de sa chaîne YouTube et 7 ans avant la pub dans son garage. On peut donc raisonnablement supposer que Tai avait une certaine fortune avant de vendre des formations, même si ces formations ont probablement fait exploser sa fortune par au moins x10 ou x20. Donc il ne nous arnaque pas en nous parlant de sa maison à Hollywood ou de sa Lamborghini. On peut clairement lui reprocher de manquer de classe, mais pas de mentir. Par contre, quand on se penche sur ses promesses, les choses se compliquent. 67 étapes pour obtenir tout ce que vous voulez dans la vie, santé, richesse, amour et bonheur. On va être clair, c'est une promesse qui est intenable, même avec les meilleures intentions au monde. Pour moi, une formation en ligne qui promet tout à tout le monde est automatiquement suspecte. D'un autre côté, bon, il n'y a rien de ouvertement mensonger dans son marketing. La promesse est un peu grosse, mais on n'est pas dans la fraude, on n'est pas dans la falsification. Je pense que le meilleur résumé de la formation 67 Steps vient de l'auteur du site ibisfax.com qui titre « Pas une arnaque, mais vous devriez sans doute pas l'acheter ». Sa principale critique est qu'on a affaire à 130 heures de vidéos, pas particulièrement bien structurées et qui n'apportent rien par rapport à l'information disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de Tai Lopez. C'est une critique très pertinente parce qu'aucun formateur ne détient l'information secrète dont vous avez besoin pour réussir. À la place, ce qu'une bonne formation en ligne va vous donner, c'est des informations qui sont condensées en un endroit, structurées dans une méthode étape par étape. Et dans certains cas, ça a beaucoup de sens de payer un peu d'argent pour s'éviter des mois de galère à trouver l'info. Si vous avez en plus un peu de coaching et d'accompagnement pour être guidé, c'est encore mieux. Mais dans le cas de 67 Steps, le problème est expliqué dans le titre. 67 étapes, c'est beaucoup trop. Personne ne va réussir à suivre 67 étapes et Tai lui-même est incapable de s'en souvenir. Well, I mean, how many steps? You can't remember all the Can't steps, remember all the right? steps. I mean, let's 2 steps. that last one's probably shit. En sa défense, on peut dire que Tai Lopez se fout pas de nous. 130 heures de contenu, même mal organisé, pour un prix entre 37 et 67 $, c'est pas dégueulasse. Mais en ce qui me concerne, ça restera le style de ses vidéos. La maison, les voitures, les nanas en arrière-plan qui m'a toujours dérangé. Et c'est en grande partie pour ça que je serai pas personnellement client chez Tai Lopez. Et c'est pour ça que je me suis moi-même surpris quand, à force de l'étudier, j'ai développé une forme d'admiration perverse pour ce gars alors que tout nous oppose. But what I am telling you is it can happen faster than you think if you know the proven steps. The proven steps. If you ever come across anyone selling anything with proven steps, you're being scammed. En juillet 2015, Ethan Klein de la chaîne humoristique H2H3 Productions a publié 7 vidéos de réaction à la pub de Tai Lopez en l'accusant ouvertement d'être un arnaqueur. Cette vidéo a aujourd'hui plus de 5 millions de vues. En octobre de la même année, il remet le couvert avec une seconde vidéo qui accuse Tai Lopez d'avoir loué sa maison à la journée pour les besoins de sa pub. What's this? Zillow.com, a short-term rental website. This house is located in Beverly Hills. Interesting. Oh yeah, he's also a fucking liar. That was the point. Yeah, he's a liar. Et dans cette même vidéo, il va même jusqu'à le comparer avec une certaine partie de l'anatomie humaine. Notice the cabana on the left, the planter on the right, the 2 trees, and of course the stinky unwashed penis in the middle. Cette vidéo a plus de 6 millions de vues. On peut s'arrêter 2 minutes et se demander que feriez-vous dans cette même situation? Que feriez-vous si quelqu'un faisait 12 millions de vues en vous traitant d'arnaqueur et de pénis pur? Beaucoup de gens essaieraient de faire retirer la vidéo, soit en menaçant le youtubeur de poursuites judiciaires pour diffamation, ou en alertant YouTube au sujet des propos injurieux. Après tout, cette vidéo insinue que Tai Lopez a loué sa maison pour une journée pour la pub, et il est facile pour Tai Lopez de prouver que c'est faux puisqu'il a un bail. Donc Tai aurait probablement pu faire retirer ses vidéos s'il avait vraiment voulu. Mais qu'est-ce que ça aurait accompli?
Rien du tout, ou plutôt ça aurait boosté la chaîne de Ethan et propagé encore plus les critiques à l'égard de Ty. C'est ce qu'on appelle l'effet Streisand, nommé d'après l'actrice Barbara Streisand qui avait essayé en 2003 de faire supprimer des photos de sa maison à Malibu, ce qui avait eu l'effet inverse. Non seulement les photos n'ont jamais été supprimées, puisqu'une fois qu'une photo est sur internet, on peut plus jamais la retirer complètement, mais en plus le bruit médiatique autour de l'affaire a attiré beaucoup d'attention sur ces photos qui auraient sinon été bien vite oubliées. Une autre option qui est populaire, c'est de faire une vidéo de réponse point par point, mais c'est quelque chose qui marche seulement quand on vous critique de manière constructive. Parce que face à une vidéo humoristique, vous aurez automatiquement l'air d'un branquignol si vous répondez sérieusement. On vous dira que vous n'avez aucun sens de l'humour et que vous prenez les choses trop personnellement. Et puis la vérité c'est que l'audience de gens qui regardent des vidéos de moquerie va pas aller voir une vidéo de réponse sérieuse qui n'est pas aussi divertissante. Alors que feriez-vous si vous étiez dans cette même situation? Objectivement, toutes les options sont mauvaises, vous pouvez pas vous défendre efficacement face à ce genre de vidéo. Mais Tai Lopez a trouvé un moyen. C'est un des coups marketing les plus malins de sa carrière où il va complètement retourner les 2 vidéos de Ethan Klein. En avril 2017, la chaîne HQ3 Production poste une nouvelle vidéo sur Tai Lopez intitulée « On rencontre Tai Lopez ». En cliquant sur la vidéo, on découvre rapidement que Tai Lopez a invité son ennemi juré à passer un peu de temps chez lui, dans sa maison. Pour Tai, ça résout le problème de comment faire une vidéo de réponse qui sera regardée par l'audience cible. Évidemment, il n'est pas de meilleur endroit où répondre que directement sur la chaîne qui vous a attaqué. Ça lui permet aussi de détruire immédiatement la principale critique de Ethan, c'est-à-dire l'idée qu'il est un loser qui loue des maisons à la journée pour faire ses pubs. Ethan va avoir l'occasion de visiter cette maison et voir qu'il y habite, il va voir les voitures, il va voir les chaussures, il va voir l'armée d'avocats qui entourent Tai. Donc même si Tai n'est pas propriétaire de sa maison, c'est évident qu'il la loue au moins à l'année, ce qui demande quand même une sacrée trésorerie. À ce stade-là, ça lui coûterait probablement plus cher de faire semblant que de vraiment louer ses maisons et ses voitures à l'année. Et même Ethan ne pense plus à accuser Tai de mentir sur sa fortune. You're obviously someone doing very well. Maybe. 3-4 million if you ask the internet. On pourrait se demander pourquoi Ethan se prête au jeu. Pourquoi est-ce qu'il aide Tai Lopez à redorer son blason? Et la réponse est facile à trouver. Cette vidéo a fait 5 millions de vues comme ses 2 vidéos précédentes sur Tai Lopez. Tai a compris que ces youtubeurs humoristiques ont constamment soif de vues. Et donc Tai va lui faire une offre qu'il ne veut pas refuser en lui donnant une opportunité en or de faire une grosse vidéo. Ça ne veut pas non plus dire que Ethan fait des faveurs à Tai dans la vidéo. Ethan ne perd jamais de vue sa priorité numéro 1 qui est de faire une vidéo marrante qui va faire des millions de vues. Et pour ça, un peu de confrontation ça aide beaucoup. A lot of the world I think is in a bubble. So you start buying real estate. If you want to be poor, buy high. Okay, Ty, hold on. This isn't one of your infomercials. Come on, dude. My bad. I got a little excited. We're just hanging out, dude. Hang on, dude. We're just chilling here. En retour, Ty va aider Ethan à faire la vidéo la plus divertissante possible, en mettant en scène son image. Par exemple, la vidéo commence par un petit sketch où Ethan se voit refuser l'accès à la maison parce que Ty l'a mis sur une liste de personnes interdites suite à ses vidéos précédentes. Would they not let you in? I think I put you on like a wanted poster in my house. I think you're on a forbidden entry thing. Let me get you taken off real quick. En fin de vidéo, Ty se prête au jeu d'un autre sketch où il fait virer Ethan par son service de sécurité. It's time for you to get out now. What? All right, take him out. Hey, dude, what's up? Let's go, sir. Are you serious, Ty? I thought we had a good time, dude. What? Ty va aussi accueillir Ethan comme un méchant tiré tout droit de James Bond. Oh, hello, Ethan. Hey, Ty, what's up, man? How you doing? That was pretty dramatic. You usually welcome all your guests the same way? No, I'm usually a little more cordial. Il va constamment jouer avec l'idée qu'il ne lit pas vraiment ses livres et lit des résumés à la place. Keep your friends close and your enemies closer, they say. Yeah, for sure. Would you read that in a book? Cliff Notes only. Cliff Notes only. Il va plusieurs fois parodier son image de riche narcissique. Hey, I got a delivery. Ty, where do you want this? I can put this in your room or above a fireplace. Oh my God. I want you to know I had no part in this. Hold on. Il y a un running gag dans la vidéo où les avocats de Ty suivent Ethan à travers la maison. We're tailing you. Jesus. Hey, Ty, your lawyer's following us, dude. Hey, this is Hollywood. Hey, what the hell's going on? Je me suis toujours demandé si le coup des avocats c'était un hasard ou si c'était planifié, parce que c'est une idée de génie. Ça ajoute de la tension à la vidéo, mais les antagonistes sont les avocats qui ont un comportement assez flippant, plutôt que Tai Lopez lui-même. Et bien sûr, ça souligne accessoirement le fait que Tai est vraiment riche, puisqu'il a 4 ou 5 avocats qui sont chez lui pour discuter de on ne sait quel deal. Ces mises en scène et cette volonté à s'auto-parodier permettra à Tai de se rendre sympathique auprès d'une audience qui n'était pas vraiment disposée à lui faire confiance. Ethan va commencer à rire avec lui et non plus contre lui. Alright, I got a confession to make. I'm the groundskeeper here. My boss is away. Mais une fois qu'il a notre attention avec les mises en scène et les petites piques d'humour, il va pouvoir s'expliquer sur les accusations plus sérieuses. Do you feel like people
fetishize money and rich people. Yeah, for sure. Money's good, but it's not as good as people think. Do you feel like, I mean, in a way though, you sell this lifestyle? You know, the reason, that's a good question. I have mixed feelings. Sometimes people question the ethics, like, but it's not a setup. Like, that's how I feel. Like, if I was literally only getting cars to make YouTube commercials to get people to buy stuff, I'd feel guilty. But I've had them for almost a decade before I ever made it. So I don't think there's anything wrong with showing your life. Ty reconnaît être partagé sur la promotion du matérialisme, mais il explique qu'il vivait comme ça, même avant YouTube, ce qui semble plausible vu l'émission de télé-réalité à laquelle il a participé en 2008. I can't tell you, I got more people reading books than anyone in history. And I don't say that in a cocky way, but a fact. And if it takes showing them a Ferrari, who fucking cares? Il nous dit que certes, il se sert des voitures pour attirer l'attention, mais son message fondamental, c'est l'importance de s'éduquer. Et encore une fois, fondamentalement c'est vrai, c'était essentiellement la structure fondamentale de sa fameuse pub. Knowledge. Il faut aussi admettre que c'est vrai qu'il insiste souvent sur l'idée que l'argent ne fait pas tout. And I'm sure I haven't always done it perfectly, but nothing's fake about it, and I try my best to tell people it's not all about the money. Who knows? I'm not a saint, that's one thing I'll say. I never purport to be. Well, beware of people who say they're saints. But hopefully I'm not a devil. On clique sur cette vidéo pour voir la collision entre deux personnes qui n'ont rien pour s'entendre. Mais on en ressort avec un peu d'empathie pour l'homme derrière le mème. Je reste pas un grand fan de son style, mais je dois reconnaître que ses arguments commencent à tenir debout. C'est probablement vrai qu'il a convaincu plus de gens de lire et de s'éduquer que n'importe quel moralisateur bien pensant. Et c'est aussi vrai qu'il insiste régulièrement sur le fait que l'argent ne sert à rien si vous n'êtes pas libre, n'avez pas votre santé et des gens que vous aimez autour de vous. I know a dude that, not a close friend of mine, but a friend of an entrepreneur friend, and this guy's a billionaire, but he's so fat he can't get out of bed. He's $2 billion, he has a private 747 jet. So would I want to be him? No. He optimized for the wrong thing. He optimized to make $2 billion, but he forgot, why would you want to have $2 billion if you don't have health? C'est difficile pour moi de l'admettre, mais Tai Lopez a probablement inspiré plus de gens à prendre leur vie en main que quasiment n'importe qui d'autre au monde. Sa chaîne YouTube a plus de vues que celle de Gary Vee, Tony Robbins et Tim Ferriss rassemblés. Et donc ce que Tai Lopez nous fait dans cette vidéo, c'est un tour de jiu-jitsu mental assez impressionnant quand on se souvient que cette vidéo a été faite par son plus grand hater qui le traitait quelques mois plus tôt d'arnaqueur et de pénis puant. Et d'ailleurs la vidéo a été bien reçue par l'audience de H2H3 qui était pourtant prédisposée à détester Tai Lopez. Do you know what a living meme is? Oh yeah. You're a living meme, do you know That's that? what people say. How does that feel? You know what? When that first kind of went viral and all the parodies, one of my buddies who's like one of the richest guys I know, he called me up and he goes, dude, encourage that shit, run contests. He goes, the best thing that could ever happen to you in terms of making money and publicity is just let that shit run. Become a living meme. Yeah, exactly. La grande force de Tai Lopez, c'est qu'il a compris que ça ne sert à rien d'essayer de vous faire apprécier par tout le monde. Et en théorie, on est tous d'accord avec ça. Mais en pratique, très peu de gens arrivent à ignorer le regard des autres. Imaginez être dans les chaussures de Tai Lopez. Ça fait 5 ans que de millions de personnes le détestent. Il se fait régulièrement traiter d'arnaqueur. Il se fait insulter de pénis puant dans une vidéo avec 6 millions de vues. Comment est-ce que vous faites pour résister à cette pression sociale et continuer sur votre projet? Prenez par exemple Emmanuel Friedenreich, un gars qui avait essayé de copier-coller le modèle de Tai Lopez en France. Il a loué une villa à Los Angeles, il a fait un programme avec des promesses vagues de tout réussir dans la vie et il a envahi YouTube avec ses pubs. Et son plan a marché. Des gros youtubeurs se sont emparés de l'affaire pour se moquer de lui et il y a eu un énorme scandale. Il a même fait une vidéo pour rebondir sur le scandale et dire qu'il allait pas se laisser déstabiliser par des petits rigolos. Au-delà de quelques adolescents imbéciles qui suivent des comédiens qui font des accusations diffamatoires sur YouTube, globalement, les gens m'adorent, les gens adorent ce que je fais. Et je pense que vous n'allez pas être déçus si vous êtes quelqu'un qui me suit depuis un bon moment, comme il y a beaucoup des abonnés de cette chaîne qui le font, de voir le contenu qui va sortir au cours des prochaines semaines et des prochains mois. D'un point de vue stratégique, c'était exactement la bonne réponse à faire. Mais en réalité, Emmanuel Friedenreich n'a jamais reposté de vidéo. Il venait d'avoir le coup de pub du siècle, des millions de vues gratuites grâce à Seb Lafrite, Antox Colaboy, Thomas Gauthier et un autre youtubeur dont je me souviens plus le nom, mais il n'a jamais capitalisé dessus. Apparemment, la pression psychologique était trop forte, et on peut le comprendre.
Il y a peut-être une personne sur 100 000 qui est capable de résister à ce niveau de pression sociale. On s'approche du niveau de détermination d'un Elon Musk ou d'un Kanye West ou d'un Donald Trump. Parce que quoi que vous pensiez d'eux, ils vont pas dévier d'un iota de leur vision. Donc c'est très difficile de résister à ce niveau de pression, mais d'un point de vue marketing, la stratégie parfaite est exactement celle qu'a suivi Tai Lopez. C'est-à-dire jouer sur les critiques pour maximiser le niveau d'attention et faire levier sur cette attention pour construire un business. Prenez par exemple Danielle Bregoli, une ado qui est devenue une sensation virale après un passage sur l'émission de télé Dr. Phil. Catch me outside, how about that? Tai explique que sa propre stratégie se rapproche de celle de Bregoli. So I had the Cash Me Outside girl here, and I think she's making like $100,000 a week. Do you think she should that she should stop or keep on being a living meme? J'imagine qu'une des choses qui aide Tai Lopez à survivre à cette pression psychologique, c'est qu'il a toujours vu sa carrière sur les réseaux sociaux comme un moyen, une étape intermédiaire pour arriver à ses fins. On the way, let's say, to build wealth, social media, for me, was a phase, and I always knew it was a phase, and therefore it didn't affect me when people said, "Oh, this guy knows nothing about business," you know. Mais alors, quel était le but final vers lequel Tai Lopez avançait pendant toutes ces années et qui l'a conduit à mettre de côté sa carrière de gourou professionnel pendant ces 3 derniers mois? Yeah, bought Pier 1, bought a whole bunch of stuff. Haven't been on social media, and you know, social media was always never a goal of mine. I don't care about social media, but it's a good tool, and it was a good tool to do things that I mean, it was a good experiment in life. Pendant des années, Tai Lopez a été le marketeur le plus détesté de tout YouTube. Il a joué de son statut de même vivant pour fricoter avec des célébrités, accumuler une fortune et devenir un des plus gros influenceurs business au monde. Et quasiment du jour au lendemain, il a décidé d'arrêter. Dans un live Twitter du 1er août, Tai apparaît dans sa ferme en Virginie et annonce qu'il vient d'acheter la marque de magasin d'ameublement Pier 1 pour $31 millions. Twitter, been a busy week. I haven't gone live in here forever. Just wired $31 million to Pier 1 yesterday. Bought the company Pier 1 Imports. You don't know if you're not from America. It's a home decor, furniture company. It's been around 50, 60 years. Did $1.5 billion in revenue last year. Got ahead of themselves with too many stores, so they had to sell, and I bought them. C'est vraiment le pivot du siècle. En quelques mois, Tai est passé de gourou avec une villa hollywoodienne et Lamborghini à une espèce de mini Warren Buffett qui vit sur une ferme et rachète des business sous-évalués. Commencer à faire des deals de private equity à 31 millions, ça commence à être du gros business. Et Tai prend un malin plaisir à le balancer à la figure de ses haters qui ont passé des années à dire qu'il n'est qu'un charlatan qui connaît rien au monde des affaires. You know, I always tell people it's like the art of war. You want to be underestimated. And a lot of people, I'm sure you felt that in life where people underestimated you and people underestimated, and then all of a sudden, bam, you know, actions speak louder than words. Alors on ne peut pas terminer cette vidéo sans parler du nouveau chapitre de l'histoire de Tai Lopez. Pour commencer, il faut qu'on comprenne à quoi ça sert de racheter un business en faillite. Sur les derniers mois, Tai Lopez a racheté plusieurs entreprises, dont Pier 1 est la plus grosse, à travers Retail E-Commerce Ventures, un fonds d'investissement qu'il a cofondé avec son associé de longue date, Alex Mair. Alex Mair est lui aussi un personnage intéressant. Il a travaillé comme scientifique à la NASA, puis il a fondé Zoosk, un site de rencontre qu'il a revendu pour 298 millions en 2019. Il était déjà associé avec Tai depuis quelques années sur Mentorbox, un service qui propose des résumés de livres. Mais leur projet de rachat de marque est beaucoup plus intéressant que Mentorbox. L'idée est la suivante. What happened with all of these is you just got the ratio between e-com and physical stores is all whack. So they just have, let's say they're doing, Pier 1 last year did like 1.8 billion in revenue. That really should be half e-com or more. And for them, it wasn't even half. Certaines entreprises sont connues de tous, mais perdent de l'argent ou sont en faillite parce qu'ils n'ont pas su s'adapter à la vague de l'e-commerce. Et dans ces cas-là, Tai Lopez et ses associés vont racheter la marque, et seulement la marque. Ils récupèrent pas les magasins ou même l'inventaire. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de valeur dans une marque connue. Par exemple, Tai explique dans cette interview avec Jordan Belfort que 95% des Américains sont familiers avec la marque Pier 1. Donc Tai va s'appuyer sur cette marque forte pour monter un business 100% e-commerce. Il utilise ces marques bien établies pour la confiance et l'affection qui ne se gagnent qu'après des décennies d'existence. Et il va y ajouter de la pub Facebook, du SEO et toutes les dernières techniques e-commerce. Dans certains cas, il va aussi récupérer la liste de clients. Par exemple, entre 30 et 40 millions d'Américains ont déjà acheté chez Pier 1. Pier 1, these are brands with 30, 40 million customers that have purchased from them. Imagine how long that takes to build from scratch. C'est comme ça que Tai Lopez peut racheter une entreprise qui a fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires l'année dernière pour seulement 31 millions. C'est parce que le modèle actuel de l'entreprise ne fonctionne plus et que lui va apporter la vision et le savoir-faire pour établir la rentabilité en relançant la marque sur du 100% e-commerce.
S'il arrive à récupérer ne serait-ce qu'une fraction des clients existants, il aura multiplié son investissement par 10 ou plus. Et donc c'est une idée qui est fondamentalement très bonne, mais le timing est important. Dans cette même interview, Tai explique qu'il a développé cette stratégie il y a plusieurs années quand il a vu que les ventes en magasin étaient en train de décliner et que ces entreprises n'arrivaient pas à pivoter sur le web. Mais jusqu'à récemment, ces marques étaient encore trop chères, il se faisait régulièrement battre aux enchères par de plus gros fonds d'investissement. Speaking of bookstores, in 2019, in the summer, we wanted to buy Barnes & Noble. Ended up, once again, big private equity guy paid $500 million cash for it. But so we've been looking. Tout a changé avec la crise du coronavirus. Non seulement ces marques se sont retrouvées en très grande difficulté quand tous leurs magasins ont été fermés, mais en plus, les autres investisseurs sont devenus frileux et incertains. Someone said US GDP fell 33% annualized. Why did you buy Pier 1? Because I'm always doing the opposite, my friend. When everybody's freaked out by the media, I'm being brave. And when the media is brave, that's when I freak out. C'est une bonne illustration de l'adage de Warren Buffett, un des plus grands investisseurs de tous les temps. Soyez peureux quand les autres sont cupides et cupides quand les autres sont peureux. On peut facilement imaginer qu'une bonne partie de l'argent utilisé pour racheter ces entreprises vient de Tai lui-même et de son business de formation, ainsi que de son associé Alex Maire qui a vendu sa dernière boîte pour quasiment 300 millions. Mais ils lèvent aussi activement de l'argent. Sur leur site, il y a une vidéo de vente de 6 minutes qui présente leur thèse d'investissement. My name is Tai Lopez and my business partner Dr. Alex Mayer and I believe that the low-hanging fruit to be invested in is very simple. Buying distressed brands. Specifically retail brick-and-mortar stores. And we mean buying them for pennies on the dollar and revitalizing and transforming them into e-commerce brands. Ce qui est drôle, c'est que cette vidéo suit point par point la structure d'une vidéo de vente comme on pourrait la voir quand Tai nous vend de la formation ou du coaching. La seule différence, c'est que le but de cette vidéo, c'est de vous convaincre d'investir au moins 400 000 $ dans leur fonds. Ça nous prouve, encore une fois, que ces structures de vente sont universelles. Même le tunnel de vente qui est derrière est très classique, puisqu'on a une vidéo de vente qui nous propose de faire un appel de 10 minutes pendant lesquelles on va nous qualifier, c'est-à-dire vérifier que vous avez l'intérêt et le budget pour investir, et ensuite on va nous envoyer vers un closer qui va répondre à toutes nos questions, nous vendre l'investissement et nous faire signer. Un point important à noter, c'est que ce genre d'investissement est hautement régulé aux États-Unis, ce qui veut dire que seuls les investisseurs accrédités peuvent investir dans ce fonds. Pour être qualifié comme investisseur accrédité, vous devez remplir une de deux conditions. Vous devez soit gagner plus de 200 000 $ par an, ou alors vous devez avoir un patrimoine de plus d'1 million $ en excluant votre résidence principale. Autrement dit, il faut être relativement riche pour investir dans ce fonds. C'est la loi américaine qui sert à protéger les petits investisseurs peu sophistiqués des investissements privés qui seraient trop risqués pour eux. Donc Tai Lopez fait le pari que dans son audience, il n'y a pas seulement des gens qui viennent baver sur les belles bagnoles, mais aussi le genre de personnes qui possèdent ces automobiles. Et ça ne semble pas délirant quand on voit le réseau de milliardaires qui sont passés sur ces vidéos. Les gens vraiment riches semblent respecter le talent marketing de Tai Lopez et ne pas être trop dérangés par sa réputation sulfureuse. Il se sert aussi de son audience pour lever directement de l'argent sur Twitter à coût de 400 000 $. Mais même ça, c'est pas la seule manière dont il fait levier sur son public dans ce nouveau projet. Il a l'air de faire aussi de la recherche de marché en postant sur Twitter plusieurs sondages sur différentes marques, probablement au moment où il était en train d'évaluer quoi acheter. Il y a encore quelques semaines, je vous aurais dit que Tai Lopez est un charlatan qui vend des formations fumeuses dans son garage. Mais en faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai découvert qu'il était riche avant d'être sur YouTube, que cette pub tant moquée était réellement bien écrite, qu'il avait habilement su jouer avec son image pour devenir un mème vivant connu dans le monde entier, et qu'il s'était réinventé en un investisseur franchement assez impressionnant. Ça ne veut bien sûr pas dire que tout ce qu'il fait est bien, il y a plein de choses qu'on peut critiquer chez Tai Lopez, mais je trouve ça plus intéressant d'analyser quelqu'un pour comprendre ce que je peux apprendre de lui, plutôt que de lui cracher dessus pour booster mon ego et celui de mon audience. Si vous avez peur des critiques, vous pouvez apprendre de l'indifférence de Tai Lopez face à la pression sociale. I always tell people, man, be obsessed with one thing, which is don't live a shitty life. So I'm always gauging it that way much more than other people's feedback. In general, the masses are wrong in hindsight, right? Si vous avez quelque chose à vendre, vous pouvez apprendre de ses capacités quasiment surnaturelles à devenir le centre de l'attention. Alright, you want to know the secret to getting a Ferrari or a Lamborghini like this? Drop out of college. Et si vous voulez réinventer votre vie, que ce soit pour changer de carrière ou monter un business ou devenir un financier qui brasse des dizaines de millions, vous pouvez apprendre de sa confiance en lui inébranlable, que ce soit face aux gens qui se moquent de lui. Billionaire Warren Buffett says, the more you earn, the more you learn. Yes. Right? Ethan, you were born to do this, man. Ou face aux gens qui pensent qu'il n'a pas les capacités intellectuelles. People think I don't know about finance. Even my business partner, Alex, I know when he started that he had this thought that Tai is, you know, a great marketer and knows about people and psychology and virality.
Well, now he knows, you know. I lead the M&A side of things. I'm the one buying all these companies. Beaucoup de gens ont passé des années à critiquer Tai Lopez alors qu'ils auraient plus gagné à essayer de comprendre ce qui fait son succès. Moi y compris. Ça m'a pris 5 ans de rectifier mon erreur, mais j'y suis enfin arrivé. Bien joué Tai Lopez. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous voulez approfondir le sujet des techniques marketing et comprendre comment capter l'attention de votre client cible sur internet, j'ai créé une formation gratuite de 7 jours intitulée « Construire une audience qui achète ». Il suffit de cliquer le lien qui se trouve en dessous de moi pour vous inscrire, c'est totalement gratuit. Et si vous voulez continuer à regarder des vidéos YouTube, j'ai créé une playlist de mes meilleures analyses de techniques de persuasion que vous pouvez retrouver en cliquant sur le bouton qui se trouve en bas à droite de votre écran. J'y analyse la série Better Call Saul ainsi que des films comme Arrête-moi si tu peux et le Social Network. À la prochaine.